Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ainsi qu'éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci beaucoup de votre soutien à Analyse du Monde, réinformation sur le monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo, c'est le point sur l'Ukraine du 3 mai 2023 avec comme titre concernant l'Ukraine, le président Lula, Modi et Erdogan se rapprochent encore plus de la Russie. Tout un programme. Alors, comme d'habitude, cette vidéo va être en deux parties, les informations générales et ensuite la carte militaire. Alors, les informations générales. Le 27 mai, une attaque de 2 drones ukrainiens dans l'oblast russe de Pskov, à la frontière biélorusse, ont endommagé un bâtiment administratif près d'un pipeline de fabrication biélorusse. L'attaque ukrainienne a donc manqué sa cible. Le 28 mai, les Russes ont envoyé 11 missiles sur l'Ukraine et les 11 furent interceptés d'après les officiels ukrainiens. Aussi, Kiev a subi une grande attaque de drones qui se passa pour une fois en journée. 54 drones russes ont été lancés sur toute l'Ukraine et selon Kiev, 52 ont été arrêtés et plus de 40 ont été interceptés au-dessus de Kiev. Donc, énorme attaque russe le 28 mai. Donc, je rappelle, 11 missiles sur toute l'Ukraine. Tous les missiles ont été interceptés d'après les Ukrainiens, donc 100% de réussite, c'est absolument magnifique. Et 54 drones ont été lancés sur toute l'Ukraine. Et sur les 54 de toute l'Ukraine, 52 ont été arrêtés. Et plus de 40 ont été arrêtés au-dessus de Kiev. Voilà. Donc le même jour, c'est-à-dire le 28 mai, eh bien, Moscou a subi une attaque de 10 drones ukrainiens lancés depuis la banlieue de Moscou, mais seuls 2 drones auraient fait des dégâts mineurs sur des immeubles d'habitation. Tous les autres ont été interceptés. Voilà. Donc en gros, 8 drones sur 10 ont été interceptés par les systèmes antiaériens russes à Moscou. Les médias occidentaux ne disent absolument rien sur cette attaque flagrante d'un immeuble civil, mais ces mêmes médias n'avaient rien dit pour le meurtre de Dalia Dugina, ni le blogueur russe dans un café en Russie, ni sur les 4 civils tués lors de l'attentat du pont de Kertch. Donc des actes terroristes commis des actes terroristes commis par les Ukrainiens, mais pour les Occidentaux, tout à fait licites et normal, puisque à cette époque-là, à chaque fois qu'il y a eu des attentats terroristes ukrainiens qui ont fait des morts civiles, eh bien les médias occidentaux, bon, ils n'ont pas applaudi, mais ils ont dit oui, bah c'est de bonne guerre, c'est tout à fait normal. Donc pour eux, ces attaques terroristes sur des civils, c'était normal d'après les médias occidentaux. Ce qui montre pour la milliardième fois à quel point les médias occidentaux sont totalement politisés et ne sont là que pour propager la propagande et non pas pour être objectifs. Bon, la énième preuve qui n'étonnera personne. Le 29 mai,
Encore une attaque massive de drones russes avec des Géranium 2. Je rappelle que les Géranium 2, c'est le nom russe pour les Shahed 136. Hein. Donc je répète, 29 mai, attaque massive de drones russes sur Kiev. Kiev dit en avoir arrêté 20, mais on ne sait pas sur combien. Ça, c'était le 29 mai. Je rappelle qu'en Ukraine, maintenant, il est interdit à tous ceux qui prennent des photos ou des vidéos sur leur smartphone de les publier. C'est interdit. Parce que l'interdiction s'est faite après avoir filmé les patriotes tirés. Voilà. Donc depuis lors, le gouvernement ukrainien ne veut plus qu'il y ait d'images qui sortent d'Ukraine concernant les attaques de missiles et de drones russes. Voilà. Plus d'images. Voilà. Évidemment. Bon, ça, c'est la liberté d'expression légendaire de l'Ukraine, bien sûr. Voilà. Alors, d'après Forbes du 22 mai, qui rapporte les dires des officiels anglais, les Ukrainiens perdent environ 10 000 drones par mois. Et ça, c'est Forbes, hein, du 22 mai, qui rapporte les dires des officiels anglais. Donc, les Ukrainiens perdent environ 10 000 drones par mois, donc ce qui confirme ce que je vous avais dit la semaine dernière au niveau de l'achat de drones par les Ukrainiens. Je vous avais dit qu'ils achetaient beaucoup de drones civils chinois et qu'ils les militarisaient pour ensuite les envoyer. Ça coûte moins cher, ça en permet d'en envoyer beaucoup. Donc, toujours d'après Forbes, ces drones sont arrêtés grâce au système de brouillage russe qui est extrêmement puissant. Je vais faire beaucoup d'allusions à des articles de journaux. Les liens seront dans la description. Voilà, pour les curieux qui veulent avoir un panorama plus complet que ce que je dis ici. Je vous mets les liens dans la description. On apprend aussi que tous les Bayraktar que les Ukrainiens avaient achetés ont été détruits. Alors, connaissant le prix d'un drone Bayraktar, alors les drones Bayraktar, ça fait partie des drones les plus gros. Donc c'est l'équivalent des drones Reaper américains. Donc c'est de très gros drones qui coûtent des millions d'euros. Hein. Donc c'est une perte énorme. Aussi une petite perte de prestige pour les Turcs parce que évidemment ça fait mauvaise publicité étant donné que les Bayraktar c'était la fierté turque concernant les drones. Mais les Bayraktar sont tellement faciles à détruire que bon ben alors c'est des excellents drones hein. C'est des excellents drones tant qu'il n'y a pas de système anti-aérien devant. Voilà. Mais sinon, c'est de très bons drones. Hein. Comme les Reaper américains, c'est des très bons drones. Tant qu'il n'y a pas de système anti-aérien devant, comme d'habitude, mais j'ai envie de vous dire un peu comme tous les drones. Hein. Le 30 mai, selon Reuters, 3 attaques massives russes sur Kiev en 24 heures. Aussi, Sputnik International dit que le quartier général du renseignement ukrainien basé à Kiev a été détruit. Alors ça, c'est une grosse nouvelle. Je répète, le quartier général du renseignement ukrainien basé à Kiev a été détruit. Vladimir Poutine lui-même a confirmé ce fait. Alors, énième catastrophe pour Kiev. Hein. Alors, encore une fois, je le répète, tous les liens seront dans la description. Hein. Donc, je vous mets le lien précédemment de Forbes, de Sputnik News, tout ça sera dans la description. Selon TASS, un ou plusieurs Storm Shadow sont détruits tous les jours depuis plus d'une semaine environ. Bon, ça, c'est TASS qui le dit, information à confirmer. Bon, c'est possible, hein, mais bon, un ou plusieurs Storm Shadow sont détruits tous les jours depuis environ une semaine, un peu plus d'une semaine. Voilà. Je ne peux pas le confirmer. Toujours le 30 mai,
Sergei Shoigu fait une déclaration officielle sur les pertes des Ukrainiens rien que pour le mois de mai. Ce qui est rare, car en général, c'est le porte-parole de l'armée qui fait ce genre d'annonce. Les pertes ukrainiennes sont absolument énormes. Donc là, exceptionnellement, je vais vous lire le site américain qui dit ça, parce que là, c'est exceptionnel. Alors là, sur globalsecurity.org, qui est un site américain concernant l'analyse militaire mondiale, on a le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, tient une téléconférence spéciale. Donc c'est au 35 2023. Alors je vous lis. Aujourd'hui, le Centre national de contrôle de la défense de l'État a organisé une téléconférence spéciale avec les dirigeants des forces armées de la Fédération de Russie, présidée par le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. Donc c'est le discours d'ouverture du ministre de la Défense lors de la téléconférence spéciale avec la direction des forces armées de la Fédération de Russie. Donc, les troupes russes continuent d'infliger des dégâts de feu efficaces à l'ennemi. Rien que pour ce mois-ci, c'est-à-dire le mois de mai, l'ennemi, c'est-à-dire l'Ukraine, a perdu plus de 16 000 soldats, 16 avions, 5 hélicoptères, 466 drones. Alors ici, je fais une petite aparté parce que quand j'ai lu ça, que Sergei Shoigu disait que 466 drones ukrainiens avaient été arrêtés au mois de mai, alors que l'article de Forbes disait que environ 10 000 drones ukrainiens par mois étaient arrêtés par les Russes, principalement par brouillage électronique. Donc j'ai été assez surpris. Bon, moi ce que je comprends, c'est que Sergei Shoigu veut dire que c'est 466 drones importants qui ont été abattus. Alors je dis pas que c'était tous du style Reaper ou Bayraktar, hein, non je dis pas ça, mais des drones d'une certaine taille, alors je sais pas, peut-être 3 mètres d'envergure, quelque chose comme cela. Mais c'est mon avis, je suppose qu'il parle de drones importants et que les 10 000 drones détruits par mois ukrainiens par les Russes, ça doit être les petits drones kamikazes, les petits drones de reconnaissance, bref, soit des tout petits drones militaires, soit des drones civils qui ressemblent à des avions, des drones chinois en général, ou même peut-être turcs, je ne sais pas, mais des drones qu'on peut acheter dans le civil, mais simplement militarisés, bricolés par les Ukrainiens. Donc voilà, je suppose qu'ils parlent de les 10 000 drones abattus par mois ukrainiens par les Russes. Je suppose que c'est ces petits drones-là, les petits drones kamikazes ou les petits drones de reconnaissance. Voilà, c'est l'explication que j'ai trouvée. J'en ai pas d'autres, mais ça me semble logique parce que 466 drones, c'est relativement peu. Donc je suppose que c'est cela. Je voulais faire cet aparté parce que évidemment cela ne vous aura pas échappé que sinon cela faisait une contradiction des réalités. Donc voilà, ça me semblait important de faire cela. Plus de 400 chars et autres véhicules de combat blindés. Bon là ça c'est par contre c'est trompeur. Là ça c'est un truc que j'aime pas parce que là, les Russes font pas le distinguo entre les chars et les véhicules blindés. Et ça, c'est vraiment trompeur, hein. Parce que, évidemment, détruire un véhicule blindé et un char, ça n'a rien à voir. Bon, bref, 400 chars et véhicules blindés, 238 pièces d'artillerie de campagne et des mortiers. Alors, les pièces d'artillerie de campagne, en gros, c'est les obusiers, hein. Voilà, les mortiers, c'est les petits appareils où on met le petit obus dedans et qui part tout seul. Voilà, ça c'est un homme qui s'en occupe. Donc c'est ça les mortiers. De plus, 196 roquettes HIMARS, 16 missiles HARM, HARM
et 29 missiles de croisière à longue portée Storm Shadow ont été interceptés et détruits. Vous voyez, 29 missiles de croisière Storm Shadow. Bon, ce qui indiquerait qu'effectivement TASS aurait raison finalement en disant que bon, il y a des Storm Shadow qui sont détruits tous les jours depuis en gros plus d'une semaine. Ça tendrait à confirmer TASS, et même TASS serait en dessous de la vérité si on croit ce qu'il y a de marqué là. Bon, d'un autre côté, TASS disait une semaine, donc à multiplier par 4, certes, pour le mois de mai. Donc c'est énorme, hein, les roquettes HIMARS, hein, soi-disant hein, l'arme miracle, hein, on parlait de l'arme miracle américaine au début de la guerre, hein, ça devait changer le cours de l'histoire. Voilà, les missiles HARM sont des missiles très sophistiqués, vraiment importants. Et évidemment, les Storm Shadow, bah, encore pire, hein, plus de 3 millions d'euros pièce, hein, les Storm Shadow. Voilà. Donc malgré les pertes importantes de l'armée ukrainienne, les superviseurs occidentaux, alors les superviseurs occidentaux, ça c'est la traduction, en gros c'est les États-Unis et l'Union européenne, continuent d'encourager le régime de Kiev à lancer une offensive à grande échelle. Voilà, bah, évidemment. Donc ça c'était voilà, ça c'était globalsecurity.org. Au 31 mai, l'oblast de Belgorod a subi des tirs d'artillerie et de drones. Cela a fait un mort, quelques blessés, en faisant quelques dégâts mineurs d'infrastructures. C'est la plus grosse attaque sur une région russe depuis le début de la guerre. Donc carrément, hein, l'oblast de Belgorod maintenant subit des tirs d'artillerie, hein. Voilà. Donc l'oblast de Krasnodar, donc ça c'est encore différent. C'est le sud de la Russie. C'est juste à l'est du pont de Crimée, le pont de Kerch. Donc c'est juste à l'est dans cette région-là. Donc l'oblast de Krasnodar a été attaqué aussi par des drones et une raffinerie a été touchée. Alors bon, c'est juste une partie de la raffinerie, c'est pas toute la raffinerie, mais c'est quand même embêtant pour les Russes. Ce même jour, c'est-à-dire le 31 mai, une attaque de 8 drones ukrainiens sur une zone résidentielle riche de Moscou et sur d'autres endroits de Moscou n'ont fait aucun dégât, puisque tous les drones ont été interceptés. Donc je rappelle, 8 drones sur une zone résidentielle riche et d'autres endroits de Moscou. Alors c'est pas très clair à ce niveau-là, donc je crois avoir compris qu'en fait ce serait 5 drones dans la zone résidentielle et 3 drones ailleurs sur Moscou. Donc je rappelle que les 8 drones en tout n'ont fait aucun dégât. 5 drones ont été arrêtés par des missiles qui ont été tirés par des véhicules Pantsir. Les véhicules Pantsir, c'est des véhicules armées russes qui permettent la protection antiaérienne de courte portée. 3 drones ukrainiens ont été arrêtés par un brouilleur électronique. En effet, la prudence du Kremlin a fait qu'un véhicule Pantsir avait été mis près de la zone résidentielle. Voilà. Donc, à ma connaissance, le Pantsir peut faire un bouclier de protection d'environ 20 km. C'est ce que j'ai compris, mais il y a plusieurs modèles de Pantsir. Alors maintenant, lequel a été utilisé? Voilà, donc ça veut dire que cette zone résidentielle avait déjà été pensée par le Kremlin comme zone éventuellement attaquable. Voilà. Donc Vladimir Poutine a commenté que c'était une provocation de l'Ukraine afin que la Russie agisse pareillement en attaquant des bâtiments civils ukrainiens. Voilà, donc Vladimir Poutine a dit que les Ukrainiens ont fait ça afin qu'il y ait une attaque similaire qui soit faite par la Russie, mais évidemment
La Russie ne répliquera jamais de cette façon, a déclaré Vladimir Poutine. Euh, Vladimir Poutine a été interviewé par une journaliste concernant cette attaque-là. Il a insisté sur le fait que la Russie n'avait eu d'autre choix que d'envahir l'Ukraine. Donc il revient en arrière pour expliquer un peu toute l'histoire du fait du bombardement quotidien sur les Ukrainiens du Donbass par Kiev et que l'Ukraine ne se cachait plus quant à ses actes terroristes envers des civils russes. Voilà. Le Kremlin réfléchit à la réponse militaire que la Russie donnera à l'Ukraine. Notons que les actes terroristes des Ukrainiens commencent à agacer Washington et même un petit peu l'Union européenne, hein, parce que les médias occidentaux sont un peu gênés par ces attaques terroristes qui sont difficilement dissimulables. Parce que, évidemment, si l'Ukraine insiste trop sur les attaques terroristes en visant exclusivement des civils, bah, même les médias occidentaux auront du mal à défendre cela. Voilà. Donc c'est deux plans de plus en plus vus par les médias comme des actes réellement terroristes et donc très difficilement défendables. Comme je le disais dans mon précédent point sur l'Ukraine, maintenant, bon, je vais arrêter de parler des attaques massives de drones et de missiles russes sur l'Ukraine parce que maintenant, comme il y en a quasiment tous les jours, bah, ce n'est plus un événement. Et donc ça n'a plus rien de spécial. Bon, cela dit, je vais parler quand même, je parlerai toujours des frappes de missiles et de drones russes quand elles sont vraiment très grosses. Cela dit, on ne peut pas dire que, contrairement à ce que certains disent, que cela veut dire que les Russes ont fait une offensive, ont commencé une offensive. Non, parce que ce sont que des attaques de missiles et de drones. On ne peut pas parler d'offensive russe, comme on ne peut pas parler d'offensive ukrainienne, malgré les attaques très nombreuses de drones ukrainiens sur des cibles russes. Alors évidemment, je vous en parlerai plus précisément dans la carte militaire, les Ukrainiens ont recommencé leur attaque terroriste, hein, par des missiles. Là, je parle en Ukraine, hein, donc sur des zones résidentielles comme Donetsk, par exemple, ou même la région de Lugansk, hein. Ils ont recommencé à faire des attaques terroristes, et en plus avec des HIMARS. Voilà, donc c'est des tirs qui coûtent pourtant très cher. Ils devraient les garder pour des attaques militaires, mais non, ils les utilisent encore une fois. Donc il s'était arrêté pendant des semaines et là il recommence à attaquer avec des HIMARS, donc des missiles qui coûtent cher, des zones résidentielles uniquement civiles russes en Ukraine. Donc là, Donetsk et la région de Lugansk. Donc c'est vraiment désolant, mais c'est comme ça. Il est à noter que les Ukrainiens ont aussi augmenté leurs offensives aériennes. Mais là où les Russes envoient des missiles et des drones qui font de vrais dégâts importants, les dégâts des drones ukrainiens ne font quasiment aucun dommage. Donc c'est juste de la gesticulation encore. Tout ça est en vain côté ukrainien, mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, nous notons de manière édifiante les mensonges dits pendant des mois par les médias occidentaux qui disaient que les Russes n'avaient plus de missiles ou presque et qu'ils ne pourraient pas continuer ainsi. Donc ça faisait quand même 7, 8 mois qu'ils nous disaient cela quand même, hein. Et puis, bon, bah, évidemment, on voit que les Russes ont énormément de missiles. Et non seulement ils ont énormément de missiles, mais ils en envoient toujours plus. Et ils envoient toujours plus de drones. Donc, ce qui est vraiment désolant pour les médias occidentaux, mais absolument aucune surprise à ce niveau-là. Voilà.
Et je rappelle que tout converge et tout est confirmé concernant les documents qu'ont fuité grâce aux jeunes militaires américains Jack Texera concernant l'état de la défense antiaérienne ukrainienne, qui est absolument catastrophique, donc tout est confirmé. En gros, plus les Ukrainiens disent qu'ils arrêtent absolument tous les missiles, plus il est confirmé que la défense antiaérienne ukrainienne est épuisée. Puisqu'en fait, les rapports sur place que je lis font que l'Ukraine, en fait, arrête de moins en moins de drones et de missiles. Et plus ils disent qu'ils en arrêtent, et moins ils en arrêtent en fait. Donc c'est vraiment une inversion des faits qui est de plus en plus grande. On notera qu'il y a des mois de cela, 5 ou 6 mois, les Ukrainiens disaient qu'ils arrêtaient environ 90%, puis 85%, puis 55% des missiles russes. Et tout alors qu'ils étaient, on va dire, au firmament, entre guillemets, de leur défense antiaérienne, où ils avaient encore beaucoup de Buk, de missiles Buk, BUK, et beaucoup de missiles S-300. Donc là, je vous parle de ça il y a 7-6 mois. Hein. Alors que là, maintenant que leur système antiaérien est quasiment totalement épuisé, eh bien tout d'un coup, ils arrêtent 100% des missiles russes. Voilà. Donc une inversion logique totale, c'est-à-dire une inversion des réalités absolument totale. Donc en gros, moins ils ont de système antiaérien, plus ils arrivent à arrêter des missiles russes. Voilà. Parce que maintenant, ils annoncent, pour les missiles tout du moins, du 100% à chaque fois. Maintenant, à chaque annonce, c'est 100%. 100%, 100%. Vous voyez? Donc ils sont tellement aux abois qu'ils sont obligés de dire cela maintenant. Cela devient pathétique. Hein. C'est même plus ridicule, c'est pathétique à ce niveau-là. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Alors la petite conclusion sur ces attaques ukrainiennes par drone directement sur Moscou, on peut noter que ces drones, donc en résumé, n'ont fait que très peu de dégâts, quasiment aucun dégât, voire aucun dégât quand ils s'écrasent dans une forêt, par exemple, bah, tout simplement parce que s'ils sont lancés dans la banlieue de Moscou, qui est extrêmement surveillée depuis environ 7 mois, les rebelles ne peuvent pas utiliser de grands drones sans se faire remarquer. Et en plus, ils doivent les piloter à distance. Bref, ça ne peut être que des drones civils bricolés. Et si les drones sont envoyés d'Ukraine, cela veut dire que ce sont de vrais drones militaires, car seuls ceux-ci peuvent parcourir une telle distance, soit grosso modo 700 km. Mais pour parcourir une telle distance, cela veut dire que les charges explosives doivent être réduites, donc être légères, donc faibles. Et vu la taille des drones, donc certainement, ça c'est les experts qui le disent d'après ce que j'ai lu, la charge explosive ne peut pas dépasser 10 kg. Ça c'est quand les drones doivent faire environ 650-700 km. Voilà. Il y a les exceptions, donc à part les énormes drones soviétiques ukrainiens Tu-141, ils sont aussi appelés Strizh, S-T-R-I-Z-H. Donc les Tu-141 modifiés soit par une équipe anglaise, soit américaine en Ukraine, donc qui permet de parcourir environ 1000 km et de faire de gros dégâts, eux. Donc ils ont déjà été utilisés sur 2 bases aériennes russes où ils avaient fait quelques dommages quand même. Voilà, mais à part ces Tu-141, c'est-à-dire d'énormes drones russes modifiés par des équipes occidentales, avec des drones, on va dire, normaux, ils ne peuvent pas faire des dégâts, donc ça restera des piqûres de moustiques. Donc cela ne fait en fait que renforcer le sentiment anti-ukrainien
chez les Russes qui voient sans ambiguïté la stratégie officielle de faire des actes terroristes sur des civils russes. Donc, au contraire, les Russes, c'est pas des gens qui se laissent impressionner pour si peu. Donc, à chaque fois, les médias occidentaux prennent la réaction qui est devenue virale d'une danseuse russe qui a dit ah, j'ai été effrayé par ces drones. Vous vous souvenez sur la zone résidentielle très riche de Moscou. Donc il y a une vidéo virale qui a été prise par une danseuse russe et eux ils prennent les effarouchements de cette danseuse russe et ils généralisent à toute la population russe. Ah, si cette danseuse russe a été effrayée, bah, tout le monde va être effrayé. Non, les Russes pas du tout. Là, c'est pas quelques drones qu'on fait quasiment aucun dégât qui vont effrayer les Russes. Non. Si on connaît la mentalité russe, non, ça va renforcer leurs sentiments anti-ukrainiens et les pousser encore plus vers Vladimir Poutine. Voilà, quand on connaît la mentalité russe, c'est ça qui va se passer. Voilà. Donc enfin, il y a eu une clameur internationale qui commence à venir pour dénoncer Kiev dans ses agissements toujours plus douteux sur le plan de la morale. Car oui, donc à part les médias allemands, français, anglais, mais il y a une clameur internationale, là je parle du monde entier, qui commence à dénoncer ces actes barbares et terroristes de Kiev, puisque Kiev maintenant ne s'en cache plus. Donc ça devient douteux sur le plan de la morale. Voilà. Et comme je l'avais déjà dit dans mon précédent point sur l'Ukraine, les États-Unis ne veulent pas que leurs armes soient utilisées en dehors de l'Ukraine. Donc les États-Unis ont fortement insisté. N'oublions pas, la semaine dernière, je vous avais parlé de la conférence de presse de John Kirby, porte-parole du Pentagone, et de Lloyd Austin, le ministre de la Défense américain. Selon le New York Times du 1er juin, et là je lis l'article, je le lis, il y a des centaines de personnes équipées de missiles Sol-Air Stinger de fabrication américaine et d'autres armes portables. Beaucoup d'autres exploitent des lanceurs plus complexes arrivés récemment comme le Patriot américain, le NASAMS, donc c'est un système norvégien américain, et le SAMP, S-A-M-P, qui est franco-italien. L'Ukraine utilise également des canons antiaériens Gepard de fabrication allemande et un mélange de défense aérienne de l'ère soviétique. Andrei Youssov, porte-parole de l'agence de renseignement militaire ukrainienne, a déclaré que les récents raids aériens visant la capitale, donc Kiev, étaient un assaut massif et sans précédent destiné à épuiser les systèmes de défense aérienne, à porter un puissant coup symbolique au cœur de l'ancienne capitale, Kiev, et à semer la terreur. Fermez les guillemets. Donc j'ai repris ces petits articles du New York Times parce que c'était très intéressant en ce qui concerne la défense antiaérienne donc à Kiev. Donc qui montre que Kiev, en fait, maintenant, n'a plus aucun système antiaérien soviétique. Tout du moins, c'est ce que dit le New York Times. Là, on ne parle que des systèmes occidentaux. Il n'y a plus de système Buk, B-U-K, et S-300 que les Ukrainiens utilisaient constamment. Maintenant, sans les systèmes antiaériens occidentaux, ils n'ont plus rien, les Ukrainiens. C'est à noter. Là, j'ai cité le New York Times. Donc, ils n'ont plus que des systèmes de sol-air portable Stinger. Voilà. Du Patriot, des NASAMS, N-A-S-A-M-S, qui est un système norvégien-américain, et SAMP, S-A-M-P, qui est un système franco-italien, ainsi que des systèmes de véhicules antiaériens Gepard de fabrication allemande. Voilà.
Donc, voilà. Et là, ça a été repris d'Andriy Youssov, qui est le porte-parole de l'agence de renseignement militaire ukrainienne. Voilà. Donc, ça m'a paru utile de rappeler ce petit article du New York Times. Le 1er juin, une seconde offensive faite par les deux milices soi-disant composées de Russes et anti-Poutine et composée plus exactement d'environ 200 soldats, a été encore une fois repoussée par les forces russes dans l'oblast de Belgorod, dans la région sud de l'oblast de Belgorod. Voilà, donc une seconde offensive a été repoussée. D'après le porte-parole de l'armée russe, les forces n'ont même pas traversé la frontière. Il y a eu 30 morts côté ukrainien, aucun côté russe, d'après le ministère de la Défense russe. L'attaque a donc été faite dans un laps de temps court et dans la même région. Ce qui est à mon sens assez stupide, parce que c'est la deuxième attaque par ces deux milices soi-disant composées de Russes pro-ukrainiens, donc anti-Poutine, armés par l'armée ukrainienne bien évidemment, et quasiment au même endroit. Donc le ministre de la Défense russe dit qu'ils les ont totalement repoussés, que cette fois ils n'ont même pas pu franchir la frontière et qu'ils ont fait 30 morts côté ukrainien. Voilà. Donc comme ils attaquent perpétuellement là, évidemment il y aura des renforts dans l'oblast de Belgorod et cela va boucher toute tentative dans cette zone-là. Alors pourquoi ils attaquent la région de Belgorod? Parce que historiquement, c'est extrêmement poreux entre l'Ukraine et Belgorod, puisqu'il y avait des grands échanges commerciaux et de grands échanges au niveau des habitants qui étaient de l'oblast de Belgorod, qui était très proche du nord de l'Ukraine. Donc il y avait énormément de passages, ce qui fait que cet endroit-là était très peu gardé. Donc évidemment, maintenant, cela va beaucoup changer. Donc il y aura des défenses, bien évidemment. Alors j'ai entendu parler qu'il y aurait une partie de l'armée qui était stationnée en Biélorussie qui partirait pour Belgorod. Mais ça reste à confirmer, c'est ce que j'ai lu comme ça. Hein. Toujours le 1er juin, selon Ukrainska Pravda, donc un grand journal ukrainien, 15 missiles de croisière russes et 18 drones Géranium 2 ont été lancés sur Kiev. Ça, c'était au 1er juin. Selon Kiev, tous ont été interceptés. 100%. Donc, c'est-à-dire les 15 missiles de croisière russes et les 18 drones. Bien sûr, c'est ridicule. Mais bon. Voilà. Je note. Cela fait plusieurs semaines que Kiev prétend arrêter 100% des missiles et des drones russes. Il y a plusieurs, ou presque 100% des drones russes, mais 100% des missiles. Il y a plusieurs mois de cela, il disait arrêter 90%, puis 85% et même 52% des missiles russes. Maintenant, c'est toujours 100%. Bon, ça, c'est ce que je vous avais déjà dit. Hein. Voilà. Alors que pourtant, de l'aveu même du Pentagone, l'état de la défense antiaérienne ukrainienne est très mauvais depuis le 5 mai, d'après le Pentagone. Hein. L'Ukraine a reçu apparemment au niveau de la livraison du matériel militaire important. Donc je répète, l'Ukraine a reçu apparemment en réalité 250 chars. Bon ça c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Et sur les 250 chars reçus, 60 sont des chars occidentaux. Sachant que Zaloujny, le commandant suprême des forces ukrainiennes, en demandait 300 des chars occidentaux. Le reste sont des anciens chars soviétiques, T-64 et T-72. Zaloujny demandait entre 600 et 700 véhicules blindés. En fait, il n'a reçu que 100 Bradley US, 100 Striker canadiens. Alors pour les Striker canadiens, donc ces petits véhicules, ces véhicules blindés dotés d'une
d'une grosse mitrailleuse lourde. Une bonne partie des strikers canadiens ont de gros problèmes mécaniques et ne sont pas vraiment en état de fonctionnement. Ça, c'est ce que disent les médias occidentaux, hein. Donc sans Bradley, sans Striker, hein, tout ça c'est le même type de véhicule blindé, hein, et 40 Marders allemands. Voilà. Donc en gros, ils ont reçu 240 véhicules blindés sur environ les 650 demandés par Zaloujny. Donc on est très 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 loin de ce qu'avait été demandé Zaloujny pour faire une offensive. Je vous parle même pas des obusiers. Parce qu'apparemment, l'Ukraine n'a reçu que quelques dizaines d'obusiers occidentaux. Voilà. Vu que les obusiers soviétiques ukrainiens, pour la plupart, ne sont plus en état de fonctionnement. Ce qui est extrêmement grave, puisque les obusiers sont très importants pour les Ukrainiens. Donc si on résume tout le matériel livré par les Occidentaux, on est très 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 loin de ce que demandait Zaloujny pour une offensive. Et je vous rappelle l'interview de Zaloujny dans The Economist, quand Zaloujny était encore présent, parce que Zaloujny, ça fait maintenant longtemps qu'on ne le voit plus. Je ne sais pas où il est passé, mais quand il était encore présent, suivant l'interview qu'il avait donnée dans The Economist, il avait dit: si j'ai pas 300 chars occidentaux, si j'ai pas entre 600 et 700 véhicules blindés, et si j'ai pas environ 800 obusiers, eh bien je ne peux pas mener une offensive contre les Russes. Il avait dit cela. Voilà. Et là, qu'en est-il en réalité? Il a eu qu'une fraction de ce qu'il a demandé. Donc ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas faire d'offensive. Nous allons voir. L'affaire de la disparition de Zaloujny, le chef des forces armées ukrainiennes, toujours le mystère. Le général Syrski, qui est le général en chef de l'armée de terre, prend de plus en plus de pouvoir. La rumeur est: va-t-il remplacer Zaloujny? Nous verrons. Podoliak, le conseiller militaire de Zelensky, et le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, admettent presque sans se cacher que les attaques terroristes en Russie visant exclusivement des zones résidentielles seront leur méthode future, et prévoient d'ailleurs d'autres attaques terroristes qui vont venir. Ils disent cela à la télévision. Ils se défendent en disant que les Russes font la même chose en Ukraine, ce qui est leur prétexte. Cependant, il faut noter que si le gouvernement ukrainien se vante qu'ils frappent et frapperont des civils intentionnellement, les Russes, eux, disent qu'ils ne visent que des cibles militaires. Aussi, malgré les énormes attaques de drones et de missiles russes sur les grandes villes ukrainiennes, et même ailleurs, maintenant quotidiennement, quasiment aucun mort ukrainien a été annoncé par Kiev. Voilà. Ou un ou deux maximum. Parce que c'est selon les rapports, évidemment. Rappelons cela. Nous avons d'un côté un pays qui annonce officiellement qu'ils attaquent des civils russes, et d'un autre côté un pays qui annonce officiellement qu'il n'attaque que des cibles militaires. J'ai envie de vous demander, qu'en pensez-vous? Sachant que malgré les attaques massives de missiles et de drones russes, quasi maintenant quotidiennement sur l'Ukraine, il n'y a eu quasiment aucun mort côté ukrainien. Je dis bien quasiment aucun mort, parce que évidemment, ça fait toujours des morts, normalement. Alors là, moi, à ma connaissance, il n'y a eu qu'un mort ukrainien. Et d'après les Ukrainiens, ce n'est pas un missile russe qui s'est abattu sur un bâtiment résidentiel civil. Non, en fait, d'après les Ukrainiens, c'est l'interception, voilà, de missiles russes, et c'est les déchets, en gros les restes de ces interceptions, qui peuvent retomber sur des civils. Alors les Ukrainiens disent ça, mais à mon avis, ils ont le cul entre deux chaises.
parce qu'il dit ça pour dire, écoutez, cela prouve qu'on arrête les missiles russes. Et donc, vous comprenez, il y a évidemment les dégâts entre les deux missiles qui s'interceptent. Évidemment, il y a des retombées, donc ça peut tomber sur des civils. Donc, c'est positif du côté ukrainien en disant, bah regardez, nous on arrête des missiles russes, mais d'un autre côté, ça prouve aussi que les missiles russes, intentionnellement, n'attaquent pas les civils ukrainiens. Ça veut dire ça aussi. Concernant Artyomovsk, qui, je vous le rappelle, est Bakhmout en ukrainien, l'armée russe régulière et les Tchétchènes ont remplacé les forces de Wagner qui, au 1er juin, sont parties de la ville. Il n'y a plus de forces de Wagner à Bakhmout. L'armée tchétchène est de plus en plus nombreuse en Ukraine. L'armée tchétchène devient de plus en plus présente sur le front, il faut le rappeler. Des systèmes antiaériens portables Javelin ont été trouvés dans les cartels de la drogue mexicains. Dans les cartels mexicains de la drogue. Dans la ville de Matamoros, au Mexique donc. Donc je vous mets les liens dans la description comme d'habitude. Donc je vous rappelle, hein, des systèmes antiaériens portables Javelin, hein, américains, dans les cartels de la drogue mexicains. Cela souligne pour la énième fois qu'il n'y a aucun inventaire qui a été fait par le Pentagone, ni évidemment aucun contrôle. Et ce qui montre la corruption du gouvernement ukrainien qui continue à vendre la plupart des armes dans le monde entier, et particulièrement les gangs et organisations paramilitaires en Europe et en Afrique. Et là, on voit même au Mexique. Donc bref, rien n'a changé depuis un an. Alors déjà que les US n'arrivaient pas à suivre leurs pièces détachées de F-35, dont ils avaient perdu plus d'1 million de pièces de rechange, alors imaginez-vous pour l'Ukraine. Voilà, donc ils n'arrivent même pas à contrôler leurs propres pièces détachées de F-35, alors imaginez-vous les pièces militaires pour l'Ukraine, donc très très loin des États-Unis. Alors je vais vous mettre toujours dans la description deux liens qui concernent John Mearsheimer et Ray McGovern. Alors je vous rappelle que John Mearsheimer, c'est un politologue américain spécialiste des relations internationales qui enseigne à l'université de Chicago, donc il est très prestigieux. Et Ray McGovern, qui était un ancien officier, hein, pas un simple agent, c'est un ex-officier de la CIA. Et que dit ces deux personnes-là? Eh bien, ces deux personnes-là, disent que la Russie n'avait pas d'autre choix que d'envahir l'Ukraine, de faire l'opération militaire spéciale pour résoudre le problème de la population ukrainienne du Donbass. Ces deux personnes-là, John Mearsheimer et Ray McGovern, disent qu'ils n'ont pas eu le choix, les Russes. Voilà. Alors, je rappelle encore une dernière fois, John Mearsheimer, qui est un professeur à l'université de Chicago, un politologue et spécialiste des relations internationales, et Ray McGovern, ancien officier de la CIA, devenu militant politique. Il a eu l'Intelligence Commendation Medal, c'est-à-dire une médaille pour récompenser l'excellence de son travail à la CIA. Ces deux éminents personnages disent que Vladimir Poutine n'avait pas le choix concernant l'invasion en Ukraine. Il n'avait pas le choix, il devait faire cette opération militaire spéciale. Lien dans la description. Je vous ai mis ça parce que c'est quand même assez étonnant que ces deux éminents personnages américains disent que Vladimir Poutine n'avait pas le choix, c'était important à dire. Et là, on passe au titre de la vidéo. Lors du G7, on apprend que Modi, le président indien,
n'était pas content car les États-Unis ont encore essayé de lui imposer leur point de vue. Modi a précisé que le G7 n'était pas un endroit pour régler le cas de l'Ukraine, pardon, et que cela devait être à l'ONU. Aussi, Modi souligne le fait que les US ne veulent pas la paix et le prouvent en ne cessant de fournir des armes et en refusant toute négociation avec les Russes. Hors capitulation russe, bien sûr. Modi a de plus en plus de mal à cacher son agacement envers les Américains. Aussi, Lula, président brésilien, devait rencontrer Zelensky, mais ce dernier a refusé au dernier moment. Cela a résulté que Lula, dès qu'il rentra au Brésil, a téléphoné à Vladimir Poutine pour, entre guillemets, lui faire un rapport de ce qui s'était dit au G7, en finissant par parler de nouveaux accords divers entre les deux pays, c'est-à-dire entre le Brésil et la Russie, réaffirmant la volonté du Brésil à se rapprocher de la Russie. Quant à Erdogan, qui a été réélu, le président turc, il a été chaleureusement félicité par Vladimir Poutine et s'en est suivi une chaleureuse conversation parlant des points positifs qu'avait fait Erdogan pour son pays et Poutine parlant de bénéfices mutuels que leur pays pourrait créer ensemble. Joe Biden a lui aussi félicité Erdogan, mais a utilisé ce prétexte pour rappeler à Erdogan qu'il faisait partie de l'OTAN et qu'il devait donc certaines obligations comme l'aide à l'Ukraine et donner son accord pour l'entrée de la Suède dans l'OTAN. En échange, Joe Biden lui a proposé des F-16. Notez la différence énorme entre les deux appels téléphoniques et le chantage des US envers Erdogan. Erdogan a platement refusé, bien évidemment, et a confirmé les accords déjà faits avec la Russie. Voilà. C'est tout ce que j'ai pu savoir de tout ce qui s'était passé au G7 et vis-à-vis de la réélection d'Erdogan, mais cela en dit très long. Vous voyez le contraste énorme. On a un appel téléphonique immédiat de Vladimir Poutine qui ne parle pas d'affaires ou quoi que ce soit. Il l'appelle juste pour le féliciter chaleureusement, pour lui dire qu'il y aura voilà, des liens toujours plus étroits avec la Turquie, qu'il avait le soutien total de la Russie. Voilà, et c'est tout. Erdogan, bien sûr, réplique en disant merci beaucoup. Voilà, l'appel téléphonique est très chaleureux. Voilà. Moi, je reprends que des médias occidentaux, tout ça. Hein. Ensuite, Joe Biden appelle Erdogan, et là, il le félicite, voilà, vite fait, et il embraye immédiatement sur le fait qu'Erdogan a des obligations, du fait qu'il soit membre de l'OTAN, qu'il doit laisser entrer la Suède dans l'OTAN, et qui doit participer à l'aide à l'Ukraine. Voilà, il embraye immédiatement. Alors évidemment, ça n'a pas plu à Erdogan. Voilà. Donc en gros, les États-Unis appellent Erdogan, ils se servent de sa réélection comme prétexte pour le féliciter, mais pour lui balancer, voilà, tout le reste après. La Suède, l'aide à l'Ukraine. Voilà. Et même en plus, petite cerise sur le gâteau, on a la touche typique américaine qui est voilà, écoute, allez, si tu fais tout ça, je te donne des F-16. Ce qui montre l'esprit vraiment bas du gouvernement américain, et là en l'occurrence de Joe Biden. Bon, Joe Biden qui n'est qu'absolument une marionnette, c'est l'État profond qui dirige l'Amérique, bien évidemment. Mais vous voyez un petit peu la différence entre les deux, là, entre la Russie qui appelle et les États-Unis qui appellent, c'est très très révélateur. La conclusion, la grande offensive, que cela soit du côté ukrainien ou côté russe, est maintenant possible puisque les sols ont été plus ou moins solidifiés. Bien que dans l'oblast de Zaporojye, il y a eu des pluies récemment, ce qui fait que pour Zaporojye, c'est un peu plus douteux, mais bon, en général, ça s'est solidifié. Le New York Times du 27 mai dit en titre « Il est temps ».
Alors, il est temps dans le sens à faire la grande offensive ukrainienne. Alors je vous lis, il est temps, 2 points. Le commandant en chef de l'Ukraine, Zaloujny, déclare qu'une contre-offensive est imminente. Une déclaration franche, accompagnée d'une vidéo habilement produite des troupes ukrainiennes se préparant au combat, semblait destinée à rallier la nation et à semer l'anxiété parmi les forces russes. Fermez les guillemets. Voilà. Alors évidemment, j'ai vu la petite vidéo. Donc c'est comme c'est comme une vidéo pour annoncer un blockbuster américain. C'est la même chose, hein. Vous voyez ça, c'est la même chose. Alors, que dit-il, hein? Oui, il est temps. Et les États-Unis ne laissent pas vraiment de choix car les États-Unis et l'Union européenne ont donné beaucoup de matériel. Chars, obusiers, systèmes antiaériens portables, c'est les Stinger, chars anti-mines, etc. Mais en contrepartie, les États-Unis ont exigé une offensive imminente. Et comme le président Joe Biden a annoncé au G7 que cela allait arriver très bientôt et que les Ukrainiens avaient tout le matériel nécessaire, l'Ukraine, si elle ne veut pas se mettre en froid les États-Unis, n'ont maintenant pas vraiment le choix et devront y aller étant donné l'énorme pression américaine. Voilà. Alors moi, comme je le disais, les deux adversaires ne peuvent plus éterniser ce conflit, avec le Pentagone qui pousse Zelensky absolument à l'offensive, puisque les derniers sondages aux États-Unis montrent que les Américains sont de plus en plus lassés. Et maintenant, il y a une nouvelle partie de la population ukrainienne qui devient pro-russe. Donc là, ça commence à être inquiétant pour les États-Unis. Et en plus, il y a les zélés de la guerre en Russie qui veulent un écrasement de l'Ukraine une fois pour toutes. En plus d'une population qui soutient toujours Poutine, mais dont la patience commence à s'épuiser, même en Russie, hein. Donc il y a un danger politique en Russie pour Vladimir Poutine qui s'ajoute à une opération spéciale qui coûte une fortune tous les jours à la Russie. De plus, l'Ukraine a des centaines de milliers de soldats russes qui se préparent à cette offensive depuis des mois. Donc il y a eu même une impatience qui commence à se faire côté armée russe. Et la Russie n'a pas le choix d'ailleurs puisque les 4 oblasts ne sont toujours pas totalement pris. Et il y a encore 3 oblasts russophones qui restent à libérer. On a l'oblast de Kharkov, de Mykolaïev et d'Odessa. Voilà, ces 3 oblasts restent à libérer. Je rappelle qu'ils sont russophones. Regardez à nouveau la carte que je vous avais mise en début de vidéo qui vous montre tout cela. On notera que l'Ukraine a subi d'énormes dommages sur des dépôts de munitions et d'essence dont on a vu des images édifiantes, hein. Rappelez-vous l'explosion dont on aurait dit qu'une bombe nucléaire avait explosé, hein. Je vous rappelle qu'il y a eu 3 endroits, donc 3 endroits importants. Le nom de la ville, je me souviens plus trop, c'était Kremeninsky et Pavlovgrad et un autre dans l'ouest de l'Ukraine, une ville assez importante. Donc j'ai oublié le nom, mais l'explosion de ces dépôts de munitions et d'essence sont tellement gigantesques que cela ne peut que ralentir une offensive ukrainienne, bien sûr. Et surtout, évidemment, je vous rappelle le bâtiment qui abritait le quartier général du renseignement ukrainien à Kiev qui a été détruit. Donc tout ça est une claque majeure pour l'Ukraine. On notera aussi que l'Ukraine doit défendre ses zones de production d'énergie avec ce qui leur reste, les quelques S-300 et Buk, ainsi que les systèmes otaniens. Et bien sûr Kiev qui est extrêmement protégé. Donc tous ces efforts sont autant de matériel qui ne participera pas à l'offensive ukrainienne et qui ne pourront pas être déployés sur la ligne de front, affaiblissant d'autant plus l'offensive ukrainienne future et donc renforçant l'offensive russe à venir. De plus, leur système antiaérien étant épuisé, qui est vaincu, hein, n'oublions pas
tous les missiles et drones russes qui ont été envoyés sur Kiev. Et pire encore, Kiev s'est fait détruire un nombre énorme d'avions récemment, donc d'avions ukrainiens, et n'en ont maintenant quasiment plus. Or, pour lancer une offensive importante de chars et de véhicules blindés en race campagne, il faut obligatoirement un appui aérien. Chose que maintenant ils vont avoir difficilement. Les Russes vont donc maintenant utiliser massivement leurs forces aériennes, chose qu'ils n'avaient pas encore faite, puisque maintenant que le système antiaérien ukrainien est épuisé, ils vont pouvoir utiliser maintenant énormément leur aviation, ce qui va changer considérablement la donne, bien évidemment. Alors n'oublions pas en plus l'énorme ligne de défense russe et tout le temps qu'ils ont eu pour la renforcer tous les jours. En plus, n'oublions pas la gigantesque soldatesque russe qui attend peut-être environ 400 000 soldats, 500 000 soldats, on ne sait pas exactement, qui ont eu tout le temps pour se préparer et s'équiper. Tout cela fait que l'offensive ukrainienne est vouée à l'échec, bien évidemment, et un échec qui aura un coût humain terrible pour l'Ukraine. On comprend donc pourquoi Zaloujny fut si pessimiste quant à cette offensive, quand il a fait son interview dans The Economist, et on comprend pourquoi Zelensky a repoussé continuellement cette offensive ukrainienne. On note que Zaloujny est toujours absent devant les caméras. On note enfin que Zelensky est perpétuellement en voyage en dehors de l'Ukraine, comme s'il s'attendait à une attaque russe décisive, et qu'il valait mieux pour lui ne pas être en Ukraine quand cela arriverait. Dernièrement, il était en Moldavie, puis au Kosovo. Mes derniers mots seront concernant l'OTAN, qui se dit une organisation uniquement de défense, mais n'arrête pas de vouloir se répandre partout, et veut maintenant être une force qui se répandrait dans le monde entier, donc devenant une force agressive. Ainsi, les États-Unis, au lieu de payer seuls leur base militaire américaine, profiteraient de l'argent européen, donc de tous ceux qui participent à l'OTAN, pour construire d'autres bases partout dans le monde où ils pourraient cette fois partager les frais. Voilà, c'était ma conclusion. Maintenant, on va passer à la carte militaire. Voilà la carte militaire. Alors bon, il n'y a pas grand chose à dire, donc cela va être relativement court. Vous savez qu'il y a eu une attaque de dépôt d'essence ou d'une raffinerie sur Krasnodar. Sinon, sur tout le reste, ça continue de se battre. Alors, vous voyez, il y a même sur des points chauds, parce que je vais quand même repasser à nouveau sur les points chauds, c'est-à-dire Rohirov, les Russes sont grignotés, donc maintenant ils sont ici en réalité, puisque en fait, oui, rien de majeur s'est passé par rapport à la semaine dernière, bien sûr, bon, un petit peu comme d'habitude, hein, c'est vrai, sauf que les Russes avancent toujours. Ça, c'est quand même à noter. Il n'y a strictement aucun recul. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de recul, hein, à part lors de la fameuse retraite russe de Kherson et de Kharkov. Mais ça, c'était il y a bien longtemps maintenant. Là, vous voyez sur Ougledar, qui est ici. Les Russes ont avancé un petit peu. Alors, je rappelle que c'est une carte ukrainienne, hein, alors évidemment à prendre avec des pincettes. Mais en fait, les Russes avancent toujours. Alors, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas rappelé, donc là je le redis. Ougledar, c'est une importante forteresse ukrainienne qui est en plus sur des hauteurs. Donc c'est une ville qui est sur des hauteurs, et des hauteurs assez importantes. Donc ils ont une vue imprenable de toute la zone. Donc c'est une forteresse importante ukrainienne, très très difficile à prendre. Les Russes auraient pu la prendre il y a 6 mois environ, 5-6 mois, où ils ont fait une erreur stratégique importante, et ils n'ont pas pu la prendre au final. Donc là, par contre, évidemment, c'est terminé le coup des mines où ils n'arrêtaient pas de reminer,
qui était donc le gros avantage pour les Ukrainiens, c'était de pouvoir reminer grâce à des tirs d'obus américains spéciaux qui permettaient de reminer en 24 heures. Donc là, maintenant, c'est terminé tout ça. Donc les Russes avancent maintenant sur Ougledal et ils ont beaucoup plus de troupes qu'avant, les Russes, et de l'artillerie. Donc Ougledar, ça va comme tout, comme de toute manière, c'est inéluctable. Ça va tomber, voilà. Sauf que maintenant, à mon avis, le moral ukrainien doit être bas sur Ougledal, puisque les Russes continuent à avancer, lentement mais sûrement. Malinka, alors bon, à chaque fois, je voulais pas en parler parce que, en fait, mais j'ai compris pourquoi. Vous vous souvenez, Malinka, je vous disais, bon, c'est pris par les Russes, mais j'en parle pas et je passe à autre chose parce qu'il reste plus que la banlieue ouest de Malinka. Et en fait, j'ai eu des rapports, évidemment russes, et j'ai compris pourquoi Malinka, ça n'avançait pas, alors que c'était pris par les Russes, pour ainsi dire. Et bien en fait, sur Malinka, ils ont voulu faire comme Bakhmut, c'est-à-dire Artyomovsk, hein, maintenant, parce que maintenant, il faut appeler Bakhmut Artyomovsk. Et bien en fait, Malinka, c'est le hachoir à viande numéro 2 dont personne ne parlait, mais en fait qui avait été décidé comme ça par le général Soulovikin il y a des mois. Et c'est pour ça qu'ils n'avancent pas sur Malinka. Alors à chaque fois je vous disais, mais c'est pris par les Russes, Malinka. Ça fait combien de mois que je vous le dis? Ça fait des mois que je vous dis que Malinka c'est quasiment c'est pris par les Russes et que bon ça n'avance pas. Vous vous souvenez, je le dis à chaque point sur l'Ukraine. Et là maintenant j'ai ma réponse. C'est qu'en fait Malinka c'est le hachoir à viande qui a été décidé par le général Soulovikin. Donc en gros il y a d'énormes pertes ukrainiennes sur Malinka, banlieue ouest. Et tout s'explique maintenant. Vous voyez? Ça fait des mois que je vous le dis systématiquement. Et maintenant on a la réponse. Et là c'est tout, tout est cohérent. Alors je viens de l'apprendre, hein. Je vous avoue que je n'aurais pas pensé, parce qu'on est tellement focus sur Altiomovsk, mais non, non, Malinka, pareil, hein. Alors Avdiivka, bah Avdiivka, bien sûr, hein, c'était la plus grosse forteresse, voilà, la plus grosse forteresse ukrainienne. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il n'y a aucun changement d'après les lignes ukrainiennes, d'après ce que disent les Ukrainiens, mais en fait, ils ont bien avancé, les Russes, hein. C'est là où ils avancent le plus, hein, c'est sur le chaudron d'Avdiivka. Donc là, maintenant, ils avancent. Avdiivka va être bon, bah, bientôt encerclé, hein. Les deux pinces, hein, nord et sud. Chaudron important. Avdiivka, quand ça tombera, ça va être une catastrophe absolue pour les Ukrainiens. C'est absolument énorme, Avdiivka, hein, plus important que Bakhmut, hein. Donc c'est pour ça que ça tient aussi bien, hein. Vous notez que sur Bakhmut ça avançait, sur Avdiivka c'est très lent, hein. Et c'est uniquement sur les pinces, hein. Il n'y a pas d'avancée russe au niveau de la ville elle-même, qui est toujours bien tenue par les Ukrainiens. Donc ça, fallait le préciser. Je rappelle que Donetsk ben, est à nouveau bombardé, voilà, donc ainsi que sur Lugansk, voilà, par des tirs d'HIMARS, voilà. Alors que ça s'était arrêté à un moment donné, ben là il recontinue. Donc les Ukrainiens, on a l'impression que militairement ils savent plus rien faire. Maintenant ils ne sont plus capables que de faire que des actes terroristes. Alors ils tiennent bon leur position, mais c'est tout. Et ils perdent d'ailleurs leur position. Bon, alors évidemment, Altiomovsk, bah, Altiomovsk tombé. Là, ils étaient obligés de dire la vérité. Donc là, il y a eu une avancée, évidemment. Ils étaient obligés de montrer que les forces russes ont pris Altiomovsk. Voilà. Ivanivskié, bah, qui était vraiment très très bien défendu, hein. Moi, les rapports que j'ai eus, c'est les forces ukrainiennes sur Ivanivskié étaient bah, les dernières forces d'élite ukrainiennes, donc qui étaient parties d'Altiomovsk et s'étaient réfugiés ici parce que c'est plus près que Tchassivial. Voilà, moi c'est les dernières infos que j'ai eues. Donc les forces ukrainiennes sur Ivanivske sont bonnes,
Mais ils sont en train de perdre du terrain puisque les Russes sont déjà dans le sud de la ville. Évidemment, c'est pas montré ici, mais ils le sont déjà. Et la pince, vous voyez la pince là qui se referme? Ça se referme sur Tchassivial. Donc c'est une énorme pince, comme je vous l'avais dit. Donc ça va être un immense chaudron. Toute cette zone va être un immense chaudron. Et comme je le dis à chaque fois, hein, c'est rituel, hein, quand Kramatorsk et Slaviansk tomberont, eh bien, c'en sera fini de l'Ukraine. Puisque comme je le répète à chaque fois, Odessa est certes une place forte, mais Odessa tombera facilement parce elle est très peu défendue. Comme Odessa est très loin de la ligne de front, il y a Odessa, ils n'avaient pas prévu de faire des forteresses, alors que les forteresses sur le Donbass, c'est-à-dire euh, Bakhmut, Artyomovsk, Marinka, Ougledal, Avdiivka, Kupiansk, ça et Siversk, ça c'était les forteresses historiques qui ont été construites il y a déjà des années, renforcées depuis des années. Donc si eux tombent, après c'est fini, hein. De toute manière, psychologiquement, imaginez-vous, quand toutes ces forteresses tomberont, Ivanivski, Tchassivial, et puis la liste que je viens de vous dire, Kramatorsk et Slaviansk, le choc de toute manière sera tellement énorme qu'il y aura une reddition obligatoire côté ukrainien s'ils ne veulent pas perdre toute l'Ukraine, tout du moins si la volonté russe est de prendre toute l'Ukraine, ce dont je doute très fortement. Mais bon, on ne sait jamais l'évolution de la guerre, on ne peut jamais savoir ce qui peut se passer, hein. De toute manière, toutes les options sont possibles, hein. Je rappelle que Slaviansk, c'est là qu'a démarré l'insurrection rebelle ukrainienne contre le gouvernement ukrainien. Donc historiquement, c'est très important, hein, Slaviansk. Alors Sivelsk, évidemment, alors voilà, bon, bah, comme je le dis à chaque fois, toutes les semaines, extrêmement important. Les forces russes avancent toujours, ils grignotent, ils avancent. C'est quelques centaines de mètres par-ci, quelques, quelques kilomètres par là. Alors quand je dis quelques kilomètres, c'est le nord, hein, pas le sud, hein. Le sud est très renforcé. Mais c'est très 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 lent, c'est à la vitesse de l'escargot. Alors évidemment, il y a Liman. Alors Liman, c'est en ukrainien, Krasny Liman en russe. Bah évidemment, c'est un des objectifs russes, c'est de prendre Krasny Liman. Bien sûr, ville qu'ils avaient, et que les Russes avaient et qu'ils ont perdu suite à un encerclement ukrainien à cause de forces russes trop faibles à Krasny Liman. Donc il y a une retraite russe pour laisser la place aux Ukrainiens afin que les troupes russes ne soient pas encerclées. Ça, c'était pour la petite histoire. Alors, évidemment, Kupiansk, ça avance, hein, bien sûr. Ça avance toujours, ils sont là, mais rien d'extraordinaire. Je vous ai dit, hein, la ligne de front, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la carte militaire. Voilà, c'est tout pour le point sur l'Ukraine. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ainsi qu'éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde-Réinformation sur le monde. Et toujours, soyez curieux.